Alors, avant de commencer vraiment, je vais peut-être juste en 2 mots vous dire d'où je tire les informations à propos du camp. C'est essentiellement des exilés qu'on a rencontrés dans la rue, sur les campements, dans nos permanences, les permanences interassociatives qui se tiennent à la Chapelle, donc qui ont été ouvertes en 2015. En 2015, ouais. Et dans lesquels on reçoit beaucoup de gens qui sont et qui étaient sur les campements parisiens. Donc c'est essentiellement des choses qui nous ont été rapportées par les exilés eux-mêmes, et puis des choses aussi qu'on peut voir par-ci par-là, soit dans la presse, soit lors de réunions qui se sont passées entre des associations et la préfecture ou Emmaüs Solidarité, etc. Voilà, c'est essentiellement là que j'ai eu ces informations-là. Après, je suis sûre qu'il y a des copains dans la salle, notamment ceux qui font la permanence sur les campements avec moi, qui pourraient compléter tout ce que je vais dire là. En intro, avant de commencer vraiment sur le camp Hidalgo, juste 2 mots, ça reprend un petit peu quand même ce qu'a dit Philippe, mais pour rappeler que des exilés à la rue, malheureusement, il y en a toujours eu, des demandeurs d'asile à la rue, des exilés, à Paris aussi. C'est quelque chose qui est assez ancien, et notamment, on a commencé à voir des gens vraiment dormir dans des parcs après la fermeture de Sangatte, notamment. Mais c'est vrai que début 2015, on commence à voir des gros campements, des grands regroupements d'exilés. Je dis exilés parce que c'est un peu des campements où il y a pas mal de gens dedans, des gens qui passent, qui ensuite vont aller ailleurs, des gens qui ont pour projet de demander l'asile en France, des gens qui sont réfugiés et qui n'ont pas de logement, voilà, tout un tas de gens différents. C'est pour ça que je préfère utiliser le terme exilé. Et puis, ces campements, en 2015, ont commencé à poser problème parce qu'évidemment, ils grossissent, ils commencent à se voir et il faut... la réponse qui a été donnée, c'est donc les évacuer et les disperser pour retrouver un semblant de normes. En novembre 2016, donc il n'y a pas si longtemps, on comptait à peu près, j'en ai peut-être oublié, une trentaine d'opérations que les autorités ont appelées évacuations humanitaires, en fait les expulsions de campements, qui ont ensuite donné lieu à des dispersions dans des centres très différents. Il y a eu des CHU, attention, on commence avec les noms un peu... difficile, donc ce qu'on a appelé les CHUM, les CHU, centres d'hébergement pour migrants. Il y a eu également ensuite des dispersions dans des CAO. Il y a eu aussi des gens qui ont réussi à aller dans des CADA, des centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Voilà, tout un tas de dispositifs qui se superposent. Donc au moment de l'ouverture du camp Hidalgo, au mois de novembre de l'année dernière, on était à peu près à une trentaine d'opérations d'évacuation. L'idée de l'ouverture du camp que j'appelle Hidalgo, mais qu'on peut appeler différemment, l'idée c'était d'éviter que des campements se forment dans Paris, et de permettre une mise à l'abri des exilés. C'est encore une fois un dispositif, comme mes camarades l'ont dit, un dispositif exceptionnel, un dispositif ad hoc, en fait, qui est là pour se rajouter au droit commun. Parce qu'il faut savoir que normalement, la loi dit depuis longtemps d'ailleurs, mais pas seulement d'ailleurs la loi française, mais également toutes les directives européennes, que l'ensemble des demandeurs d'asile, des gens qui demandent une protection, doivent être immédiatement... Alors, évidemment, on doit immédiatement enregistrer leur demande d'asile dans les 3 jours, tu l'as dit, mais ils doivent être également immédiatement hébergés. Voilà, c'est quand même le droit commun qui prévoit ça.
Et la France, en la matière, en tout cas en matière d'hébergement des demandeurs d'asile, est très en retard. Et c'est un retard que elle-même, elle a organisé. Depuis des années, la France crée un nombre de places d'hébergement qui est nettement inférieur au nombre de demandeurs d'asile en France. Donc forcément, à un moment, ça pose problème. Et puis, à un moment, forcément, les gens créent des campements, se regroupent et ça pose aussi d'autres problèmes. Donc on va voir que ce camp, Hidalgo, je ne vais pas vraiment vous expliquer comment il marche parce que je laisse ça un petit peu à la com de la mairie de Paris qui a quand même été assez active en la matière et puis aussi à la com de Emmaüs Solidarité qui a également été active parce que je ne l'ai pas dit mais Emmaüs c'est l'opérateur qui a été choisi pour gérer ce camp. Comment est née l'idée de ce camp? Je vous l'ai dit, donc des campements. Et puis, une annonce un petit peu inattendue de la maire de Paris, fin mai, qui dit qu'elle va ouvrir un centre dans Paris pour mettre fin à ces campements indignes. Là, je cite la maire de Paris. Et au départ, et ça j'aime bien le rappeler, c'est au départ elle a pris comme exemple le camp de Grande-Synthe qui avait été ouvert par le maire de Grande-Synthe et par Médecins sans frontières. Donc lorsque le camp parisien, enfin quand elle a annoncé l'ouverture de ce camp parisien, de ce campement parisien, de ce camp humanitaire, elle a pris pour exemple le maire où elle expliquait que ce maire de Grande-Synthe a refusé la fatalité, que nous allons faire la même chose à Paris et elle a commencé donc à parler de l'ouverture d'un camp qui serait aux normes ONU, des camps de réfugiés aux normes ONU en plein Paris. Donc là ça a fait bondir pas mal de gens quand même. Comme si la France ne pouvait pas créer autre chose. Et puis, au fur et à mesure, enfin assez vite d'ailleurs, j'aime bien rappeler ça en fait, quand elle a annoncé l'ouverture de ce camp, j'aime bien le rappeler parce qu'aujourd'hui, pour les gens qui ont affaire à cet entonnoir en fait du camp humanitaire, on se rend compte que c'est pas du tout la même chose. Alors après, j'idéalise pas du tout Grande-Synthe, mais juste deux, trois petits exemples. Il faut savoir que Grande-Synthe n'était pas censé, ou je sais pas comment c'était à la fin, mais c'était pas au départ un camp clôturé. Le maire de Grande-Synthe et MSF expliquaient qu'ils ne voulaient pas d'une prison à ciel ouvert. À l'intérieur du camp non plus, il n'y avait pas de contrôle ni de prise d'empreinte. Alors je ne sais pas comment c'était à la fin, mais en tout cas au départ c'était censé être ça. Or on se rend compte que finalement le camp Hidalgo c'est un peu tout le contraire. C'est-à-dire que non seulement il est fermé, alors on va me dire oui les gens ont le droit de sortir, oui c'est vrai, mais on ne peut pas y rentrer facilement, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de contrôle à l'intérieur et il y a des prises d'empreintes. Voilà, donc on voit déjà que y a de grosses différences. Au départ, ce camp, il a été annoncé comme un accueil inconditionnel. Et ça encore, j'aime bien le rappeler aussi parce que quelques mois après, le camp a ouvert en novembre, je le rappelle. On se rend compte que l'accueil en fait n'est pas du tout inconditionnel et je dirais même au contraire. Juste deux mots pour expliquer pour les gens qui n'en ont jamais entendu parler. En fait, il y a un premier sas qu'on appelle la bulle où les gens, en fait, c'est l'accueil 2 jours, mais c'est aussi là qu'on fait un entretien avec les gens. Et après cet entretien, on décide si ils rentrent dans les critères ou pas. Et s'ils rentrent dans les critères, ils ont le droit ensuite d'aller pour quelques nuits dans ce qu'on appelle la halle, qui est le deuxième endroit.
Une des conditions pour rester dans la halle est notamment de donner ses empreintes à la préfecture. Alors au départ, cet accueil était censé être inconditionnel, donc pour éviter les campements à l'extérieur. Sauf que très vite, bon déjà dès le départ, le GISTI, je ne l'ai pas dit, il me semble, mais fin octobre a sorti un communiqué de presse où en fait on a posé plein de questions par rapport au fonctionnement de ce nouveau dispositif exceptionnel. Parce qu'on s'est posé beaucoup de questions sur tout un tas de choses. Et puis au fur et à mesure, je vais vous expliquer certaines questions, on a eu des réponses. Malheureusement, ce n'est pas tellement celles qu'on attendait. Et puis d'autres questions, on n'a pas eu vraiment de réponse. Dès le départ, nous en tout cas, on s'est questionné sur le nombre de places qui étaient prévues dans ce centre-là. Le centre, il est prévu pour 400 personnes. Alors au départ, on nous a dit pas de souci, tout est calculé, tout est sous contrôle, avec un calcul très savant qui était de dire il y a environ 50 personnes par jour qui arrivent sur Paris pour demander l'asile, donc ça tombe bien, nous on a prévu un accueil pour à peu près 50 personnes par jour. Et comme le ministère du Logement nous a promis qu'il y aurait plein de créations de nouveaux logements pour demandeurs d'asile, le roulement se fera et on pourra accueillir tous les demandeurs d'asile qui voudront. C'était un peu ça l'idée au départ. Après des débuts chaotiques, mais qu'on va mettre un peu sur le dos des débuts, on se rend compte que quelques mois après, l'accueil est limité. C'est-à-dire que tous les gens qui souhaitent être accueillis dans ce centre Hidalgo ne sont pas accueillis. Et la conséquence, c'est quoi ? C'est des campements qui se reforment. Donc le camp, pour l'instant, n'a pas rempli sa première mission, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de campement d'exilés dans Paris. Donc des campements se reforment. Il y a eu un gros campement à Saint-Denis, pas très loin du camp, qui a été évacué. Il y a d'autres campements qui se créent finalement au gré des expulsions de la police, parce que du coup, ça a entraîné ça également. C'est-à-dire que vous qui êtes rentrés à l'intérieur du camp, bon, on vous laisse à peu près tranquille, mais par contre, ceux qui sont à l'extérieur et qui n'ont pas pu y rentrer, ceux-là sont encore plus réprimés qu'avant. Avant, il y avait une répression sur les campements, mais là, du coup, le fait qu'on ait créé un dispositif exceptionnel pour protéger, soi-disant, les exilés, fait que les autres, en fait, ceux qui sont à l'extérieur, sont davantage réprimés. Donc en fait, sur ces campements, on constate des violences policières récurrentes avec des gazages. MSF a fait un communiqué il n'y a pas très longtemps où la police prend les couvertures des gens en pleine nuit. Des gazages, des tabassages, des arrestations. Tout ce qu'on connaît malheureusement des violences policières au niveau des exilés à la rue. Et puis, la conséquence aussi, c'est que y a beaucoup de gens autour du camp, je vous l'ai dit, et puis qui font la queue. Tous les jours, il y a des gens qui attendent l'ouverture. Et alors là aussi, on a eu des témoignages d'exilés qui nous expliquaient que on les forçait à rester debout toute la nuit. Ils n'avaient pas le droit de s'asseoir parce que c'était pour éviter que des regroupements réguliers se fassent ici. Donc voilà, il y a des choses qui se sont faites et qui continuent à se faire aujourd'hui au niveau des files d'attente, des gens debout, etc. Les campements, il n'y en a pas seulement autour aujourd'hui, des regroupements d'exilés, il n'y en a pas seulement autour du campement de la Chapelle, du camp de la Chapelle, pardon, je m'en mêle. Il y en a également autour du métro La Chapelle, de Stalingrad, de Pajol, tous ces lieux finalement où les anciens campements d'exilés se faisaient. Là encore, ils sont extrêmement réprimés
par la police. Il y a des pressions. Il y a eu une arrestation devant une école rue Pajol vendredi, voilà, où il y a un regroupement. Il y a des gens qui ont commencé à faire un petit déj solidaire. C'était des parents d'élèves de l'école d'à côté. Et vendredi, certains exilés se sont fait arrêter. On leur a donné des obligations de quitter le territoire. Voilà. Nous, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Mais c'est vrai que cette répression s'est amplifiée depuis l'ouverture de ce camp. Au niveau des critères pour accéder au dispositif, oui, ce que je voulais dire aussi sur l'entrée dans le camp Hidalgo, c'est que on constate des violences de la police, mais on constate aussi des violences de la part des gens qui gèrent l'entrée du camp. Et là, on a beaucoup de témoignages d'exilés qui vont dans ce sens. Voilà, donc il y a eu beaucoup de témoignages, notamment relayés sur Facebook, mais pas que. Et donc ça entraîne aussi une certaine violence dès l'entrée du camp. Au niveau des critères, donc je vous ai dit que il y a une évaluation qui se fait en quelques minutes par un salarié de Emmaüs Solidarité, donc dans la bulle, et en fonction de cet entretien, on sait si on a le droit ou pas d'être hébergé quelques nuits. Juste 2 mots sur qui travaille dans ce centre. Au départ, alors c'est des choses qu'on avait lues dans la presse, mais qu'on avait eu aussi également, c'était des informations notamment qui avaient été données lors de réunions avec Emmaüs ou avec la mairie. Au départ, on parlait donc de travailleurs sociaux, d'information des droits à l'intérieur. Donc ce ne serait pas une simple gestion administrative. On informerait les gens sur leurs droits, on leur expliquerait la procédure, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, à l'intérieur, il n'y a quasi pas de travailleurs sociaux. C'est un choix qui a été fait. Et l'explication, c'est que il n'y a pas de temps, il n'y a pas le temps de faire du social, et qu'embaucher des travailleurs sociaux à l'intérieur, ça les frustrerait trop. Voilà. Donc ils ont fait le choix d'embaucher des gens pour gérer. En fait, c'est de la gestion, c'est pas du travail social, loin de là. Et les gens qui ont été embauchés le sont essentiellement parce qu'ils parlent des langues étrangères. Je crois qu'il y a une juriste qui a été embauchée récemment, mais voilà. Par contre, à l'intérieur, ce que je voulais dire aussi, c'est que par contre, il y a l'OFII, l'Office de l'immigration et de l'intégration et de l'immigration. Par contre, elle, qui fait de l'information sur l'aide au retour. Ça, l'information, elle est plutôt bien faite et elle est faite en plusieurs langues. Là, il n'y a pas de souci. Donc sur les critères d'accès dans le camp, au départ, donc on nous avait dit que ces critères ne seraient pas interprétés de façon stricte, que donc toujours dans l'optique accueil inconditionnel, qu'évidemment tous les gens qui auraient besoin d'une mise à l'abri pourraient l'avoir, et que finalement ceux qui ne seraient pas vraiment éligibles, de toute façon, ne seraient pas laissés à la rue parce que ils auraient un accompagnement pour les orienter vers le droit commun, dont on sait qu'il n'est pas du tout saturé, et notamment vers des espaces de solidarité et insertion pour prendre en charge une demande d'hébergement d'urgence. Donc ça, c'était l'idée du départ. Quelques mois après, on se rend compte, au contraire, que les critères d'entrée sont très stricts, que ne peuvent être admis à l'intérieur uniquement que des primo-arrivants, qui sont arrivés depuis vraiment pas longtemps et surtout qui n'ont commencé aucune démarche d'asile. Donc c'est quand même restreint aux primo-arrivants uniquement. Et puis, il faut accepter de donner ses empreintes et donc de passer au CESA. Donc le CESA,
c'est le Centre d'évaluation de la situation administrative. En fait, c'est une sous-préfecture, c'est un guichet spécial qui a été ouvert à la préfecture pour traiter les gens qui seraient passés par ce camp-là. Donc les gens qui sont au camp, ils vont donner leurs empreintes, mais on parle pas de guichet unique. Ils vont pas à la préfecture, on n'enregistre pas leur demande d'asile. Juste, on prend leurs empreintes. Donc c'est quand même des critères assez importants parce que y a des gens qui ont peur de donner leurs empreintes. On leur explique pas vraiment ce qui peut se passer derrière. Par contre, on leur explique que s'ils donnent pas leurs empreintes, ils vont être mis dehors. Mais effectivement, sur les informations post-CESA, il n'y a pas grand-chose. Nos questionnements, on avait des questionnements dans notre communiqué de presse sur la transmission des données. Ces données qui sont données à la fois, qui sont transmises aux salariés d'Emmaüs, puis au CESA, qu'est-ce que ça devient ensuite ? On nous a pas vraiment répondu là-dessus. Est-ce que le fait de faire un entretien avec un agent d'Emmaüs, est-ce qu'ensuite on apparaît dans des bases de données ? Est-ce que ensuite ça veut dire que on a laissé une trace en France ou pas ? Là-dessus, on n'a pas vraiment de réponse officielle. Moi, j'ai tendance à dire que oui, bien sûr. La présence, une fois qu'on est rentré dans ce camp-là, on a une présence. On est dans des fichiers administratifs. Juste deux choses encore, notamment une qui me paraît vraiment hallucinante, et c'est pour aller dans le même sens que Philippe quand il parle des Prada. Déjà, pour parler des gens qui sont mis à l'abri, donc les gens qui ont passé donc déjà la porte, ensuite l'entretien avec un salarié, qui ont été admis à entrer dans la halle, qui ont donné leurs empreintes, et les empreintes qui n'ont pas été trouvées dans un autre pays de l'Union européenne. Ceux-là peuvent être donc dispersés dans des centres d'hébergement. On nous avait dit au départ des CADA, notamment, mais aussi des CAO et aussi des CHU, donc des centres d'hébergement d'urgence pour migrants, des CHUM. Alors là, on voit, et c'est comme les CAO pour Calais, les gens qui sont dispersés dans ces centres. En fait, ces centres sont très différents, ils fonctionnent de manière très différente. Dans certains centres, ils se retrouvent sans travailleur social. Parfois, il y a des conditions d'hébergement qui sont mauvaises. Parfois, même dans certains centres, on remarque qu'il n'y a pas de nourriture, etc. Donc c'est des centres très différents. Le temps aussi que tout se mette en place, il y a des gens en fait qui reviennent, qui sont hébergés, qui reviennent en disant mais moi je veux pas rester là, il y a rien, il y a personne pour nous dire pourquoi on est là-bas et qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qui va se passer, et donc ils reviennent. Sauf que ce qu'on leur a pas vraiment expliqué au centre, c'est que on a une seule chance. C'est-à-dire qu'on a une proposition, et là aussi c'est une question qu'on avait posée, à laquelle on n'a pas vraiment de réponse claire en tout cas. C'est si je refuse mon orientation, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que j'en aurai une autre ? Est-ce que, comme la loi le prévoit, est-ce qu'on me coupera mes allocations ? Et en fait, en tout cas des témoignages qu'on a eu d'exilés, en cas de refus et de retour, effectivement, il n'y aura plus jamais d'autre orientation que celle-ci. La dernière chose que j'aimerais dire sur ce camp Hidalgo, c'est pour moi le piège absolu, c'est les Dublinés. Donc les gens qui sont passés au CESA et pour qui on a trouvé les empreintes. Là, c'est le piège parce que en fait, on leur explique rien. Et ils se retrouvent dans une situation alors déjà, la procédure d'asile en France est très compliquée pour les gens en général, mais là,
non seulement on vous explique rien, mais en plus, les permanences que les gens vont... Enfin, que les permanences d'associations dans lesquelles se rendent normalement les exilés ne sont pas au courant vraiment de tout ça. Ou alors, quand ils sont hébergés ensuite dans des centres, même les gens qui travaillent dans ces centres ne peuvent pas leur expliquer ce qui va se passer. En fait, c'est le problème des dispositifs exceptionnels. C'est que personne ne sait rien, on y va à tâtons, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Sur les Dublinés, nous, ce qu'on a comme information, en tout cas des gens qu'on voit, c'est que... Alors, il faut savoir déjà qu'au CESA, c'est encore plus que les chiffres que donnait Philippe tout à l'heure. Au mois de décembre, 75% des gens qui sont passés par le CESA ont été dublinés. Donc, effectivement, il devient de plus en plus difficile d'arriver en France sans avoir été contrôlé dans un autre État de l'Union européenne, même parfois sans avoir déposé une demande d'asile, parce que dans certains pays, on vous fait déposer une demande d'asile de force. Donc 75% des gens qui sont passés par le CESA en décembre vont être dans la situation que je vais expliquer maintenant. Donc les gens qui sont passés au CESA et qui sont dublinés, en fait, on n'enregistre pas leur demande d'asile. Ils ressortent du CESA avec un papier que j'ai mis du temps à comprendre, en fait, où on leur dit, bah voilà, vos empreintes, elles ont été trouvées en Italie, donc on a saisi l'Italie et pour votre transfert, pour savoir si l'Italie veut bien qu'on vous transfère là-bas. Et les gens, ils sortent avec ça, et puis ensuite, ils sont dispersés dans des centres. Dans les centres, je vous l'ai dit il y a 2 minutes, dans les centres, il n'y a pas souvent des gens qui peuvent répondre à leurs questions par rapport à cette situation-là. Ils sont dispersés, en même temps, j'ai envie de dire pas totalement, c'est-à-dire que ce qui fait peur en ce moment, c'est qu'ils sont regroupés dans des centres. Les Dublinés, alors là, on essaye justement de savoir, de faire une petite liste un peu des centres dans lesquels sont regroupées les personnes Dublinées, mais ils sont regroupés dans des centres en Île-de-France. Ce qui se passe, c'est qu'ils sont envoyés dans ces centres, leur demande d'asile n'est pas enregistrée, ils ont juste un papier, et puis là, on les laisse attendre sans information des semaines, voire des mois. En tout cas, des mois. Vous voyez que depuis le mois de novembre, mais des gens qui sont passés au CESA en décembre ne savent toujours pas à quelle sauce ils vont être mangés. Donc ils attendent dans ces centres, soit dans des centres où il n'y a pas d'assistance juridique, soit dans des centres où il y a des travailleurs sociaux qui ne savent pas quoi faire. Au GISTI, on est toutes les semaines saisis par des travailleurs de ces centres-là qui nous appellent au secours en disant « mais qu'est-ce qu'on fait ? Ces gens, ils ont envie de demander l'asile, mais on ne leur a pas enregistré leur demande d'asile. Et en même temps, on leur dit qu'on va déjà les renvoyer en Italie avant même d'avoir enregistré leur demande d'asile. » Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On les empêche de passer par le... En fait, à partir du moment où ils sont passés par ce dispositif exceptionnel du camp, ensuite, on les empêche un peu de passer par le dispositif de droit commun. C'est-à-dire qu'ensuite, s'ils essayent par eux-mêmes d'aller chercher un rendez-vous à la préfecture ou à la plateforme d'accueil pour enregistrer leur demande d'asile, la plupart du temps, on leur dit non. C'est-à-dire qu'ils sont dans une situation d'attente et d'incertitude, pour la plupart, qui est assez impressionnante et qui est hyper anxiogène pour eux. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que dans ces centres-là, la plupart vont être très vite assignés à résidence. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils finissent par avoir... ils finissent par comprendre à quelle sauce ils vont être mangés. Ça tombe bien, j'ai presque fini. Et la préfecture de leur lieu d'hébergement finit par prendre contact avec le centre d'hébergement. Et là, ce qui se passe, en tout cas, je ne veux pas généraliser parce que pour l'instant, on a uniquement des retours du 78 et du 91. Mais pour l'instant, ce qui se passe et ce qui nous fait peur pour les gens, c'est que ils sont emmenés à la préfecture
sans convocation, etc., mais avec un accord du centre d'hébergement et de la préfecture. On les emmène à la préfecture. Et là, en fait, on n'enregistre pas leur demande d'asile. Par contre, on leur remet une décision de transfert vers l'Italie ou vers l'Autriche, enfin n'importe quel pays, avec une assignation à résidence. Donc en fait, on commence par leur remettre, si vous voulez, les décisions qui sont là pour réprimer les gens, pour contrôler les gens, et on n'enregistre toujours pas leur demande d'asile. Le problème de ne pas avoir une demande d'asile enregistrée, c'est qu'évidemment, on n'a pas les droits qui vont avec. On n'a pas l'allocation et on ne peut pas commencer réellement à rentrer dans le processus. Donc ça, on commence à le voir dans le 78 et dans le 91. Qu'est-ce que ça va donner en fait pour l'instant, je pose encore la question ouverte. Moi, j'ai déjà une petite idée, en tout cas, de ce qui va se passer. Ces centres où ont été regroupés. Alors après, je dis pas que c'est ça qui va se passer, mais c'est ce que je pense et ce qu'on pense à plusieurs, en tout cas au niveau des gens qui font la permanence interasso. C'est que ces centres, finalement, pour Dublinés, ne sont que des centres de retour qui ne portent pas encore ce nom-là. En fait, les gens, ils vont être tous assignés à résidence dedans. Ils ne pourront même pas déposer leur demande d'asile et ils seront renvoyés avant de pouvoir déposer cette demande d'asile-là. Et du coup, ces centres dans lesquels, alors là, il n'y a aucun problème pour assigner à résidence, ça sera hyper facile de les trouver. Et puis une assignation à résidence s'accompagnant toujours d'un pointage au commissariat, ça sera de toute façon très facile de les arrêter parce qu'en pointant 2 fois par semaine dans un commissariat, vous voyez que les chances d'arrestation s'amplifient. Donc est-ce que ces centres pour Dublinés vont devenir des Prada ? Certainement. Ou alors des centres de retour carrément, je ne sais pas encore, mais en tout cas, c'est une situation qui pour l'instant attire toute notre attention et on reste alerte là-dessus. Merci beaucoup Caroline et merci aux trois intervenants.